Good day, ladies and gentlemen. Thank you immensely for saving the rendezvous over for you Media Africa, where we debut these news, of course, in the French language first with you, Bala. Bon après-midi. Good day to you, Dix Nabissé pour ce journal à langue française. Nous débutons donc du côté du Cameroun, c'est en Afrique centrale, où nous évoquons ce drame qui a eu lieu à Yaoundé au quartier d'Amas. C'était le dimanche dernier où au moins 11 personnes ont perdu la vie sur le terrain. Les familles sont jusqu'à présent et il était encore jusqu'à dimanche même inconsolable. Notre reporter sur le terrain revient ici avec plus de précision. Sur ces visages, l'émotion est plus que visible. Nous sommes au Cameroun, dans le quartier de Damas à Yaoundé, région du centre. Ici, de nombreuses familles étaient installées dans l'après-midi pour une cérémonie de commémoration de 5 membres d'une association décédés durant l'année. Les convives étaient installés sous plusieurs grandes tentes sur ce terrain vague, au sommet d'une colline, quand le sol s'est affaissé en début de soirée, sous une partie de l'assistance traînant avec lui un bilan assez lourd. On compte plus d'une dizaine de morts et une vingtaine de blessés. Au pied de ce terrain, des effets personnels sont visibles. On venait juste de commencer à danser quand la terre s'est effondrée, a raconté Marie-Claire Mendouga, 50 ans, qui se tenait heureusement sous l'une des toiles n'ayant pas été emportée par l'éboulement. Je suis allée creuser avec mes mains pour tenter de sortir des victimes des amasses de terre, poursuit-elle. Sur les lieux, le gouverneur du centre a expliqué que la zone était très dangereuse. Un incident malheureux qui est survenu encore à cette fin d'année où les familles sont endeuillées. Quand vous voyez même la zone, vous savez que c'est la zone très dangereuse. Et il serait judicieux et nécessaire pour que ces populations commencent à réfléchir comment partir avant que la situation ne vienne. Les autorités ont prévenu que le lieu reste dangereux et à cet effet, des évacuations pourraient être ordonnées et toute nouvelle construction reste jusqu'ici fortement déconseillée. Rappelons que les effondrements de pans de terrain, parfois avec des maisons, surviennent relativement fréquemment à Yaoundé et dans d'autres villes du pays. Cependant, dans la capitale, ils sont rarement aussi meurtriers. À Bafoussam, dans l'ouest du Cameroun, on s'en rappelle encore. 43 personnes avaient perdu la vie en date du 29 octobre 2019, quand un glissement de terrain avait emporté une dizaine d'habitations précaires construites à flanc de colline après des pluies diluviennes. Eh bien, merci à vous. Parlons donc CEDEAO du côté de l'Afrique de l'Ouest, le département des affaires économiques et même à l'agriculture de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à travers bien sûr la direction de l'Union douanière et de fiscalité, a organisé une première réunion des directeurs généraux des impôts. De la réunion, c'était le vendredi 25 novembre 2022 à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire. Au cours justement de cette réunion, il était question de mettre en place une méthodologie qui permettra donc de bien sûr mettre en place une stratégie d'évacuation des dépenses fiscales dans les États ouest africains. Ici, Koumabité revient avec plus de précision. Pour sa première réapparition publique, après ses 4 mois d'absence, Dr Shogel Kokala Maïga a choisi de rencontrer le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, en premier pour le saluer et féliciter le président et toute son équipe pour le travail colossal qui a été abattu ces 4 derniers mois qui ont été très difficiles pour les autorités. L'ingénieur télécom reste ainsi déterminé pour la réussite de la transition en indiquant que le Mali est condamné à réussir parce qu'il n'y a pas autre choix. Selon Shogel Kokala Maïga, quand l'on décide de prendre sa souveraineté en main, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de marche arrière. Après donc sa rencontre avec le président de la transition, le Premier ministre s'est adressé à la nation malienne qui, durant toute cette période, lui a témoigné de son soutien. Il a tenu à remercier du fond du cœur l'ensemble de ses compatriotes, de l'intérieur et de la diaspora,
ainsi que tous les panafricains. Il a laissé entendre que des plus petits hameaux aux plus grandes agglomérations lui sont parvenus des mosquées, des églises et des temples de prière et les invocations des compatriotes anonymes et des serviteurs du culte. Pour sortir de ses propos, il a fait un clin d'œil à ses concitoyens dans leur écrasante majorité, parents, amis, sympathisants et même rivaux politiques les plus farouches qui ont justement tenu à lui exprimer leur compassion et un bon retour. C'était Foot Dédi. Vous l'avez donc compris, nous étions bien sûr du côté du Mali où le Premier ministre Shogel Kokala Maïga est donc de retour après l'absence en raison bien sûr d'une retraite médicale où le docteur Shogel Kokala Maïga a donc fait sa première apparition publique. Donc c'était le vendredi 25 novembre 2022. Première destination justement le palais de Koulouba. Eh bien nous revenons justement sur ce sujet en Afrique de l'Ouest. Nous évoquons tout à l'heure la CEDEAO, le département des affaires économiques et même à l'agriculture donc de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest à travers la direction donc avec donc la direction de l'Union douanière et de fiscalité a donc organisé la toute première édition donc des directeurs généraux des impôts de la Réunion le vendredi 25 novembre 2022. Et dans ce reportage, Koumabiti a suivi pour nous cette actualité, ces précisions. La réunion d'Abidjan a permis aux premiers responsables des services fiscaux des États membres de la CEDEAO d'examiner plusieurs textes en vue d'une harmonisation des systèmes fiscaux de la région ouest-africaine, dont le projet de directive établissant des lignes directrices des administrations fiscales des États membres de la CEDEAO et le projet de directive modifiant la directive sur l'harmonisation des législations des États membres de la CEDEAO relative aux droits d'acquise. L'examen de 3 autres textes figurait aussi à l'agenda des directeurs généraux, dont le projet de directive visant à harmoniser la méthodologie d'évaluation des dépenses fiscales dont les États membres de la CEDEAO, le projet de directive sur la création d'un mécanisme institutionnel de suivi et d'évaluation de la transition fiscale en Afrique de l'Ouest, enfin le projet directive modifiant la directive du 27 mai 2009 dernier concernant l'harmonisation des législations des États membres de la CEDEAO en matière de taxes sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive du 12 au 14 décembre 2017. Aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest a donc déjà fixé les bases sur les nouveaux projets et ramené les règles d'évaluation sur les nouveaux contenus fiscaux des pays des États membres de la CEDEAO. Nous parlons toujours de la CEDEAO où le président de la transition au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a donc reçu en audience une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest conduite par le médiateur de l'institution pour le Burkina Faso, l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou. Eh bien, les échanges entre ceux-ci ont essentiellement porté sur des objectifs que devra donc atteindre le gouvernement de la transition. Galeboukia. Le médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour le Burkina Faso, Mahamadou Issoufou, s'est entretenu avec le capitaine Ibrahim Traoré sur la conduite et les missions de la transition le samedi 26 novembre 2022 à Ouagadougou. Cette visite a eu lieu en prélude au sommet ordinaire des chefs d'État de l'instance ouest-africaine prévu le dimanche 4 décembre 2022 à Abuja au Nigeria. Il s'agit de la première rencontre des dirigeants des pays membres de la CEDEAO depuis le coup d'État du 30 septembre 2022. Le 4 décembre prochain se tiendra le sommet ordinaire de la CEDEAO à Abuja. C'est le premier sommet de notre organisation commune depuis les événements du 30 septembre. Il est donc normal, en tant que
facilitateur, en tant que médiateur, que je vienne ici au Burkina Faso pour procéder à l'évaluation de la situation de transition dans le pays, afin d'en faire rapport au chef d'État. L'ex-président nigérien s'est également entretenu avec le capitaine Traoré sur les missions de la transition. Il a rappelé qu'il s'agit de la reconquête du territoire sous contrôle terroriste. Nous avons évoqué ensemble les missions de la transition qui sont, comme on le sait, la reconquête du territoire sous contrôle terroriste, la résolution de la crise humanitaire, le retour à l'ordre démocratique, mais aussi la mobilisation des ressources afin de permettre à la transition de réaliser ses missions. Mohamedou Issoufou a dit être également porteur d'un message d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, en rapport avec l'Union africaine, la CEDEAO et le G5 Sahel. Celui-ci concerne l'évaluation stratégique sécurité-développement dans les pays du Sahel géopolitique qui regroupe tous les pays sous menace terroriste et du crime organisé. C'est la deuxième visite officielle de Mohamedou Issoufou au Burkina Faso depuis le putsch qui a porté Ibrahim Traoré au pouvoir. Début octobre, il avait conduit une mission d'information pour rencontrer les nouvelles autorités du pays au lendemain de la chute du lieutenant-colonel Damiba. Cette visite avait été accompagnée de manifestations dans les rues de la capitale, contraignant le capitaine Traoré à recevoir la délégation de la CEDEAO à l'aéroport de Ouagadougou. L'ancien président comorien Ahmed Abdallah Sambi, jugé pour haute trahison, a été condamné hier lundi à la prison à perpétuité. Principal opposant de l'actuel président Azali Assoumani, il est donc accusé d'être impliqué dans le scandale de la citoyenneté économique. Zélie Assam, ici pour les précisions. Jugé pour haute trahison par la Cour de sûreté de l'État, l'ancien président comorien Ahmed Abdallah Sambi a été condamné à la réclusion à perpétuité. Une sentence à laquelle le principal opposant de l'actuel président Azali Assoumani ne peut faire appel car les décisions de la Cour de sûreté de l'État sont irréversibles. L'homme politique âgé de 64 ans est accusé d'être impliqué dans le scandale de la citoyenneté économique. En effet, alors président de ce petit archipel de l'océan Indien, de 2006 à 2011, Ahmed Abdallah Sambi avait fait voter une loi permettant de vendre à des prix élevés des passeports aux personnes en quête de nationalité, notamment des dizaines de milliers de Bédouins des pays du Golfe, considérés par leur patrie comme des citoyens de seconde zone et privés de ce fait de documents d'identité. Il est reproché à Sambi d'avoir détourné une fortune dans le cadre de ce programme qui devait permettre de remplir les caisses de l'État. Le préjudice est estimé à plus d'1,8 milliard d'euros. Le camp Sambi, qui décrit une procédure inéquitable, soutient qu'aucune trace de cet argent n'a été démontrée et aucun compte découvert. Les faits imputés à l'ancien dirigeant comorien qui, à l'origine, était poursuivi pour corruption, ont été requalifiés en haute trahison. Un crime qui, selon ses avocats, n'est nullement mentionné dans le droit comorien. Merci à vous en langue française, mesdames, messieurs, c'est la fin. Le journal se poursuit avec vous en langue anglaise. Good day. Good afternoon, of course, Mbala. Good day, ladies and gentlemen. Thank you, Masley, for saving the rendezvous once again. As we proceed now in the English language, where we now talk Ivory Coast, where Charles Blé Goudé, former Ivorian militaire, who was acquitted of crimes against humanity related to crisis to the throne in the Ivory Coast civil war, has returned home from exile. He returned on Saturday, November 26, 2022, as politicians sought to reconcile after years of instability and conflict in the West African nation. The details of the story as in the following reports.
Former Ivorian militant Charles Blé Goudé, who had been acquitted of crimes against humanity related to his role in Ivory Coast civil war, has returned home from exile. He returned on Saturday as politicians sought to reconcile after years of instability and conflict in the West African country. It was a fanfare homecoming in the capital city Abidjan after his absence for 8 years. As per latest reports, the return of Blé Goudé, following his acquittal by the International Criminal Court in The Hague in 2019, is part of a wider rapprochement between the political factions in Ivory Coast that President Alassane Ouattara hopes will reduce political tension ahead of elections slated for 2025. Blé Goudé expressed his satisfaction as he stated, I quote, "I dreamed of these moments from my prison cell, pledging to accompany the country through the peace process." Much of Ivory Coast's tension stems from a brief civil war following the 2010 election, after which former President Laurent Gbagbo failed to subjugate to Ouattara, and tensions have been simmering since, and over 20 people have died in elections-related clashes. Blé Goudé, who headed the notorious Young Patriot street militia during Gbagbo's reign, was accused of inciting attacks on civilians and United Nations soldiers. He was sentenced in absentia to 20 years in prison by a court in Abidjan in 2019 for his role in the civil war. Ladies and gentlemen, we move away from Ivory Coast now to peace talks in the Democratic Republic of Congo, where the DRC has announced presidential as well as parliamentary elections for December 20, 2023, shortly after the M23 rebels groups on Friday said it would talk directly with the government of the several Central African nation. The rest of the story, listen in this report. Shortly after the Democratic Republic of Congo's M23 rebels group on Friday said it would talk directly with the government, the Central African nation has said it would hold presidential as well as parliamentary elections on December 20, 2023, kicking off a year of complex preparations in the country. The decision by the rebels comes after Congo's president and other African leaders signed a ceasefire deal aimed at stopping attacks by the militia. Announcing the date at a ceremony in Kinshasa on Saturday, the electoral body CENI outlined several challenges, including the logistics of transporting ballot materials thousands of miles, health concerns about Ebola and COVID-19, and unrest that has displaced hundreds of thousands. Let's recall that leaders of Congo, Rwanda, Burundi and Angola met last week in Luanda to find a solution to the conflict in eastern Congo, which has forced thousands to flee their homes. These agreements stipulated that they would enforce a ceasefire with the help of regional forces. The announcement of elections comes at a difficult time. Time will unveil the hidden truth. We stay in the Democratic Republic of Congo, but this time around to talk about the update and the talks that is ongoing in Nairobi, where Kenyan President William Ruto has officially opened the third inter-Congolese consultations in the Kenyan capital, Nairobi. The peace talks are a follow-up on negotiations to bring peace to the Eastern Democratic Republic of Congo. Take a listen to the details. Kenyan President William Ruto has been officially called upon to open the talks of the third inter-Congolese consultations in the Kenyan capital, Nairobi. The peace talks are a follow-up on negotiations to bring peace in the Eastern DRC. Stakes are high in Kenya as the peace talks are aimed at bringing peace in Ituri, North Kivu, and South Kivu. These are some of the hotspots in the Democratic Republic of Congo. Burundian President Evariste Ndayishimiye, who is also the chair of the East African Community, is going to officiate the proceedings. Former Kenyan President Uhuru Kenyatta will also attend the session as a facilitator of the Nairobi peace process. Accredited international organizations
and diplomatic missions have also been invited as safari park. We now proceed and take you to Sao Tome and Principe as an attempted coup has failed in the country, and of course the Prime Minister of the island nation said in a video message that was revealed on Friday last week. According to Patrice, the Prime Minister of the island nation, four men including the former president of the outgoing National Assembly were involved in the attack. The details on this report. A coup attempt has failed in Sao Tome and Principe. The Prime Minister of the island nation of West African Coast said in a video message that was confirmed on Friday. Patrice Tkevoda, the Prime Minister, said during the weekend 4 men including the former president of the outgoing National Assembly tried to attack the army headquarters. As per the revelation, one of them was a former military officer who attempted a coup in 2009, the Prime Minister added. In a footage authenticated and sent to the press in Libreville by Sao Tome's Justice Minister, Trovoada is shown seated at a desk and says he wants to reassure the population and the international community. Given details, the Prime Minister added that the attempted coup that had begun around midnight and ended shortly after 6 a.m. the following day, reiterating that the armed forces were attacked in a barrack. To wrap up this English segment, we now talk Comoros, where Ahmed Abdullah Sambi, former president of Comoros, has been sentenced to life in prison before a high treason by court in the East African nation. The verdict stems from a passport scandal, which according to sources, he was selling passports to stateless people in the Gulf. The rest of the story is in the following reports. A court in Comoros has sentenced Ahmed Abdullah Sambi, ex-president of the East African country, to life imprisonment for high treason, according to regional media reports. Tanzania Daily News reported that Sambi, who is a political rival of incumbent President Azali Assoumani, was sentenced by a state security court, a special judicial body whose rulings cannot be appealed, after he was convicted of selling passports to stateless people living in the Gulf. A public prosecutor, Ali Mohamed Junaid, says he has betrayed a mission entrusted to him by the Comorians. The former leader, 64 years of age, who led the tiny Indian Ocean archipelago nation between 2006 and 2011, enacted a law in 2008 allowing the sale of passports for high fees. The controversial scheme was aimed to give nationality to the so-called Bidun, an Arab minority numbering in the tens of thousands who cannot obtain citizenship. According to Junaid, the former president embezzled $1.8 billion under the fraudulent scheme, more than the gross domestic product of the impoverished nation. Sambi's lawyer June Giles Halimi, however, refuted the accusation, saying no evidence has been provided. Sambi, however, refused to attend the trial on the grounds that there were no guarantees he would be judged fairly. Ladies and gentlemen, it's with that report on Comoros that we draw down the curtains of this English segment with Minjix Nabisi over 4U Media Africa. Et pour la version française, mesdames, messieurs, je suis Bala. Restez en compagnie de nos programmes.